Merci Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Je me présente, Dr Nahal, je suis pneumologue de formation, j'exerce à l'EPH de Ouiba. Je tiens à remercier l'Association des médecins généralistes libéraux de la wilaya de Boudji pour l'invitation qui nous a été destinée. Et c'est un plaisir toujours renouvelé de nous retrouver dans cette belle ville avec cet aéropage de médecins de haut niveau. Alors, on m'a chargé de vous entretenir sur les exacerbations de BPCO d'origine infectieuse. On va essayer de faire cette communication en une demi-heure, c'est ça? C'est une demi-heure? Très bien. 30 minutes, très bien. Donc le plan sera comme suit. On va rappeler la BPCO, parce qu'on va parler des exacerbations de BPCO. Donc on est obligé de rappeler la BPCO, la définition, le diagnostic, la classification en termes de sévérité des stades. Et puis on va définir les exacerbations. On va essayer de cerner l'étiologie infectieuse avec les différents germes qui sont mis à contribution. On va entamer quand même le traitement, les antibiotiques à donner, et si on aura du temps, on va parler de la prise en charge, soit en ambulatoire, soit à titre hospitalier, en fonction des critères de sévérité. Et enfin, on va terminer avec la prévention. Alors, cette présentation a été largement inspirée de la mise au point sur l'antibiothérapie par voie générale dans les infections respiratoires basses, émanant de la SPILF, de la FSAPS et de la SPLF, et qui a été reconduite, bien sûr, par la Société algérienne de pneumophysiologie. Donc, concernant la définition de la BPCO, comme vous voyez, la BPCO est directement liée à la consommation tabagique et à l'intoxication tabagique. Donc, si on doit rechercher les cas de BPCO, on doit les rechercher chez les sujets de plus de 40 ans, fumeurs persistants, chroniques, inhalateurs de fumée, fumeurs impénitents, qui ont fumé plus de 10 paquets à l'année, c'est-à-dire un paquet par jour, plus de 10 ans. Alors, en matière de définition, la BPCO est définie comme une maladie chronique, et comme toute maladie chronique, elle va poser un double problème, celui du déni de la maladie et celui de l'observance thérapeutique. Elle est caractérisée par une diminution lentement progressive des débits aériens primitivement expiratoires, et ces débits aériens qui sont limités sont non réversibles après bronchodilatation ou spontanément, ce qui fait la différence avec l'asthme, autre maladie bronchique chronique, dont la limitation des débits est réversible sous bronchodilatateur ou réversible spontanément. Cette maladie chronique est associée à une réaction inflammatoire anormale, générée directement par l'agression tabagique de la fumée de cigarette. Et cette réaction inflammatoire, qui au départ est confinée au niveau des bronches et au niveau du parenchyme pulmonaire, elle va bientôt déborder les confins de la sphère respiratoire pour donner une inflammation systémique de bas grade, à l'origine de comorbidités et à l'origine de manifestations systémiques. Pour paraphraser M. Préfaux, qui est président de la Société de physiologie de langue française, la BPCO est une maladie générale à point de départ respiratoire. Donc ça commence par une inflammation localisée aux bronches et au parenchyme, et puis ça va déborder pour donner une inflammation systémique de bas grade qui va initier, générer, susciter des complications, des comorbidités et une atteinte systémique. Cette inflammation, elle est directement, bien sûr, liée à l'intoxication tabagique et aux produits contenus dans la fumée de cigarette. C'est une maladie qui peut être prévenue, mais malheureusement, on ne peut pas la guérir. On peut la traiter, on peut améliorer l'espérance de vie, on peut améliorer le confort du patient, la qualité de vie, on peut diminuer les symptômes, mais on ne peut pas malheureusement guérir cette maladie. Voilà à peu près pour ce qui est de la définition. Bien sûr, en matière de facteurs de risque, le principal facteur de risque reste la consommation tabagique. Donc, rechercher la BPCO chez le sujet fumeur, invétéré, impénitent, fumeur régulier, chronique, inhalateur de fumée, fumeur persistant. Sur le plan, disons, des dégâts qu'on peut retrouver au niveau des bronches. Alors, quand je fume, je vais agresser mes bronches, et cette agression qui va générer une inflammation qui va perdurer dans le temps, qui va s'initier, s'installer, se chroniciser et perdurer dans le temps, elle va entraîner une modification structurelle pariétale bronchique. On parle de remodelage pariétal bronchiolaire. La BPCO est une maladie des petites voies aériennes. Et là, vous avez une petite voie aérienne, une bronchiole terminale,
et vous avez à côté une bronchiole terminale d'un sujet BPCO. Ici, la paroi est fine, la lumière est libre, elle est perméable, les attaches péribronchiolaires, alvéolaires sont saines, elles sont intègres, et ici vous avez un remodelage, vous avez un épaississement pariétal bronchiolaire déterminé par une fibrose péribronchiolaire. Donc il y a production de fibres collagènes, ces fibres collagènes sont de mauvaise qualité, ils vont se disposer autour de la bronchiole terminale, l'engainer dans une couenne rigide, inextensible, rétrécir sa lumière et la distordre, d'où la réduction de calibre et la limitation des débits aériens. Vous avez, deuxième conséquence, vous avez une production exagérée de mucus qui va s'organiser en bouchon muqueux et qui va entraîner une obstruction et une occlusion subtotale de la lumière bronchique. Et enfin, vous avez un troisième paramètre, c'est la rupture de ces attaches péribronchiques alvéolaires. Donc la bronchiole n'est plus retenue aux alvéoles environnantes, et alors qu'elle est solidarisée à ces bronchioles, à ces alvéoles, et c'est grâce à ces attaches péribronchiolaires alvéolaires que la bronchiole ne se collabe pas à l'expiration. Donc au moment où j'expire, la bronche a tendance à se rétrécir et à se collaber, mais c'est grâce à la rétraction élastique du parenchyme pulmonaire générée par ces attaches péribronchiolaires alvéolaires que la bronche va se maintenir ouverte afin de vidanger les alvéoles. Chez le BPCO, ces attaches sont rompues. Donc il y a un collapsus expiratoire précoce bronchiolaire qui va entraîner bien sûr une rétention d'air en amont, avec comme conséquence, en aval plutôt, avec comme conséquence une distension. Et la distension va générer la dyspnée. Et la dyspnée, bien sûr, c'est le symptôme majeur de la bronchopathie chronique obstructive. Alors le diagnostic de BPCO passe obligatoirement par la pratique d'une spirométrie, d'une exploration fonctionnelle respiratoire. Et regardez la courbe ici. Alors avant les chiffres, il y a l'aspect, la morphologie et la forme de la courbe des bivolumes. Et dès que la courbe commence à se creuser, regardez, dès qu'elle commence à devenir curviligne, on est dans l'obstruction bronchiolaire, on est dans l'obstruction des petites voies aériennes. Alors, on définit le TVO, le trouble ventilatoire obstructif, ou bien le déficit ventilatoire obstructif, ou bien le syndrome ventilatoire obstructif, par le rapport VEMS, volume expiratoire maximal par seconde, sur capacité vitale lente, inférieure à 70%, post-bronchodilatation. Ça veut dire que, avant de bronchodilater le malade, le TIFNO, c'est-à-dire le rapport VEMS sur capacité vitale lente, est inférieur à 70%. Et lorsque je fais un test de réversibilité, en donnant 4 bouffées de ventoline, un bêta-2 agoniste de courte durée d'action et d'action rapide, c'est-à-dire l'équivalent de 400 microgrammes de salbutamol, eh bien, malheureusement, le VMS n'est pas amélioré ou très peu amélioré. C'est pour cela qu'on parle de réversibilité partielle ou de non-réversibilité qui fait le diagnostic, bien sûr, de la BPCO, à l'inverse de l'asthme où le trouble ventilatoire obstructif est réversible spontanément après intervention pharmacologique. Alors, une fois que le diagnostic de BPCO est posé, on va classer la maladie en stade de sévérité ou de gravité. Alors, le diagnostic de BPCO, c'est le TIFNO, rapport VMS sur capacité vitale inférieure à 70% post-bronchodilatation, mais la stadification, c'est le VMS. On va rapporter le VMS observé sur le VMS théorique, donné par des ABAC en fonction de l'âge, du sexe et de la taille, et la BPCO est dite légère lorsque le VMS est supérieur à 80%, elle est dite modérée lorsque le VMS est compris entre 50 et 80%, elle est dite sévère lorsque le VMS est compris entre 30 et 50%, et elle est dite très sévère lorsque le VMS est inférieur à 30%. Très sévère, ça veut dire tout simplement, on est au stade d'IRCO, d'insuffisance respiratoire chronique obstructif, avec retentissement gazométrique, c'est-à-dire hypoxémie, avec ou sans hypercapnie. Mais malheureusement, tous les malades qui nous arrivent avec exacerbation de BPCO ne sont pas connus comme BPCO, parce que c'est une maladie traîtresse, elle est sous-diagnostiquée et sous-traitée, et le plus souvent, on fait le diagnostic de BPCO au décours d'une exacerbation qui amène le malade à consulter, alors qu'il n'est pas connu auparavant comme étant BPCO. Et là, on est obligé de traiter, et pour traiter, on a besoin de savoir à quel stade de sévérité est classée la BPCO. Et à partir du moment où on n'a pas de FR, de spirométrie préalable, on va utiliser un subterfuge. On a décidé, bien sûr c'est les experts qui ont décidé que lorsque le VMS est supérieur à 80%, il n'y a pas de display d'effort.
Lorsqu'il est compris entre 50 et 80%, la dyspnée d'effort est inconstante. Par contre, lorsqu'on est dans la BPCO sévère, VMS compris entre 30 et 50, la dyspnée d'effort est pratiquement constante. Et lorsque le VMS est inférieur à 30%, on est dans la dyspnée au moindre effort ou bien la dyspnée de repos. Donc à partir du moment où le malade arrive en exacerbation de BPCO, on n'a pas de document spirométrique, on va essayer de l'interroger pour savoir à peu près quel est son stade de sévérité. S'il nous dit qu'auparavant il était dyspnéique à l'effort, ça veut dire qu'il est quelque part entre 30 et 50%. Son VMS est entre 30 et 50% comparé au VMS théorique. Alors maintenant on va passer à l'exacerbation de BPCO. Alors l'exacerbation de BPCO, la BPCO comme toute maladie chronique, bien sûr, elle a un long cours, elle a une histoire, et elle sera forcément émaillée, entrecoupée d'événements aigus qu'on appelle les exacerbations. À l'instar de l'hypertension, à l'instar du diabète, il y a des moments où la maladie est non contrôlée, il y a des pics hypertensifs, ou bien il y a des hyperglycémies, ou bien des comas acidocétosiques. Ici, c'est la même chose. C'est une maladie chronique, et elle va être émaillée d'accidents aigus qu'on appelle exacerbations, qui vont amener le malade à consulter, soit chez son médecin pneumologue, soit carrément dans le cas de l'urgence si l'exacerbation est sévère. Et l'exacerbation est définie comme une majoration des symptômes respiratoires déjà présents. Donc le malade, il tousse, il crache, il est dyspnéique. Et à un moment donné, d'une manière aiguë, il y a une majoration de ces symptômes déjà présents, présentés par le malade. Au-delà des variations quotidiennes, parce que comme toute maladie chronique, elle est sujette à des fluctuations au quotidien. Mais là, c'est une majoration qui va au-delà des fluctuations quotidiennes. Ça débute d'une manière aiguë, ça se prolonge au-delà de 48 heures, et ça justifie une escalade thérapeutique ou bien une hospitalisation. Voilà la définition de l'exacerbation de BPCO. Donc, 1, majoration des symptômes déjà présents, ou bien apparition d'un nouveau symptôme qui était absent. Le malade n'était pas dyspnéique. À l'état de base, il devient dyspnéique. C'est aigu. Ça dure plus de 48 heures. Et bien sûr, ça justifie une escalade thérapeutique ou une hospitalisation. Alors, quels sont les symptômes qu'on retrouve le plus souvent? Alors, les critères couramment utilisés sont l'augmentation ou la majoration de la dyspnée, l'augmentation de la toux en fréquence et en intensité, et bien sûr l'augmentation du volume des crachats, c'est-à-dire de l'expectoration, ou bien modification macroscopique de l'aspect de ces crachats qui deviennent franchement purulents. Voilà les critères qu'on utilise pour parler d'exacerbation. Alors, c'est la cause la plus fréquente de consultation et d'hospitalisation des patients BPCO. Sa fréquence et sa sévérité augmentent bien sûr avec le stade de sévérité. Plus on est dans la sévérité, plus on a de malchance de faire des exacerbations, et puis plus on a de malchance de faire des exacerbations sévères qui amènent le malade à être hospitalisé. Et puis on a défini deux types de patients, deux phénotypes complètement différents, pour la même sévérité, le même stade de sévérité. Il y a des malades qui font des exacerbations répétées, itératives, fréquentatifs, plus de 2 exacerbations par an, et on parle d'exacerbateurs fréquents. Et puis il y a des malades, pour le même stade de sévérité, le même degré de sévérité, ils ne font pas d'exacerbation et on ne sait pas pourquoi. Et on parle de phénotype, exacerbateur fréquent, non exacerbateur. Alors quelles sont les conséquences des exacerbations? Pourquoi on en parle? C'est fréquent, ça vient émailler l'évolution naturelle et l'histoire naturelle de la BPCO, mais vous allez voir, ça pose un problème. Alors il y a quelqu'un, pour paraphraser quelqu'un, je ne me rappelle plus son nom, il disait que l'exacerbation est pour le poumon ce que l'IDM est pour le cœur. Ça veut dire que quelqu'un qui a fait un IDM, il est sursitaire. Il a de fortes chances de refaire un autre IDM qui va l'emporter. La même chose ici, quand on fait une exacerbation de BPCO, on n'en sort pas indemne. Il y a quelque chose qui va se passer, on va voir de quoi il s'agit. Alors ça, c'est un travail de Donaldson qui a pris 2 cohortes de patients BPCO. La première cohorte, c'est des exacerbateurs fréquents, et la deuxième cohorte, c'est des non-exacerbateurs. Et il a suivi ces patients dans le temps, bien sûr, en faisant des spirométries répétées. Et qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a remarqué que les sujets exacerbateurs fréquents voient leur VMS décliner annuellement plus rapidement et plus sévèrement que les sujets non exacerbateurs. Ça veut dire, si on compare 2 patients BPCO, l'un exacerbateur fréquent, l'autre n'est pas exacerbateur,
On sait que le déclin du VMS physiologique annuel, à partir de 35 ans, il est à peu près de 25 cc. On perd, même si on n'est pas fumeur, on perd à partir de 35 ans, c'est le vieillissement naturel du poumon et des branches, on perd 25 cc sur le VMS. Ça veut dire en 10 ans, on perd 250 cc. Et bien, les sujets fumeurs voient leur VMS décliner plus rapidement par rapport aux sujets non fumeurs. Et au lieu de perdre 25 cc par an, ils vont perdre 70 cc, voire 100 cc par an. Alors les sujets fumeurs exacerbateurs fréquents BPCO vont voir leur VMS décliner encore plus rapidement et d'une manière plus prononcée et plus profonde par rapport aux BPCO non exacerbateurs. Ça veut dire l'évolution vers l'insuffisance respiratoire chronique se fait plus rapidement. Deuxième travail, ça c'est un travail qui a été fait par Semengel, qui a évalué la fonction respiratoire par le DEP, mais attention, le DEP n'est pas utilisé dans le diagnostic de la BPCO, parce que le DEP explore les grosses branches. Le DEP trouve toute son indication dans l'asthme, aucune indication dans la BPCO. La BPCO est une maladie des petites voies aériennes. Il faut utiliser le VMS. Mais là, on savait pas, on n'avait pas cette donnée, donc on avait utilisé le DEP. Donc ici, vous avez le DEP avant l'exacerbation, et puis le DEP au cours de l'exacerbation. Et regardez la chute du DEP, l'effondrement du DEP, qui explore bien sûr les gros troncs bronchiques. Donc il y a un déclin rapide de la fonction respiratoire. Et puis on a suivi l'évolution au décours de l'exacerbation, et on a remarqué que pour récupérer l'état de base en matière de fonction respiratoire, on va mettre plus d'1 mois. Et qu'il y a une proportion de patients BPCO qui ne récupèrent pas leur DEP de base. Ça veut dire qu'ils restent en deçà de leur DEP de base. Ça veut dire à chaque exacerbation, vous avez un déclin du DEP sans retour à l'état de base. D'où bien sûr le déclin rapide, accéléré, prématuré de la fonction respiratoire au fil des exacerbations. Un autre travail fait par Connor, qui a étudié la mortalité en intramuros et en extramuros, la mortalité en intra-hospitalier chez les sujets BPCO hospitalisés pour exacerbation aiguë de BPCO, et en extramuros, c'est-à-dire après leur sortie de l'hôpital. Et il a remarqué que les gens mouraient à l'hôpital, en intramuros, quand ils faisaient des exacerbations de BPCO, donc c'est une cause de mortalité, mais ils mouraient plus en extramuros, regardez, la mortalité à 2 ans. Donc la BPCO, l'exacerbation de BPCO, peut entraîner la mort, d'où tout l'intérêt chez le sujet BPCO de prévenir ces exacerbations. Après, on va voir comment on va les prévenir. Enfin, vous avez un autre travail qui a été fait, étudiant la qualité de vie, et on a remarqué que la qualité de vie était nettement... elle était piètre, c'est-à-dire la qualité de vie était médiocre chez les sujets exacerbateurs fréquents, comparé versus sujets non exacerbateurs. Voilà, donc retenez que l'exacerbation, elle peut tuer en intramuros et en extramuros, lorsque le malade fait une exacerbation sévère et il est appelé à être hospitalisé. L'exacerbation va entraîner un déclin rapide, précoce, prématuré de la fonction respiratoire par rapport à un sujet non exacerbateur. L'exacerbation, elle impacte négativement la qualité de vie chez le sujet BPCO exacerbateur fréquent. Et enfin, on a vu tout à l'heure que lorsqu'on fait une BPCO, il y a un déclin du DEP sans retour à l'état de base, donc déclin de la fonction respiratoire sans le retour à l'état de base, et qu'il y a une proportion non négligeable de patients qui restent en deçà de leur état de base en matière de fonction respiratoire. Alors le diagnostic positif, il est clinique, on avait dit, c'est une majoration bien sûr de la dyspnée, de la toux et de l'expectoration en volume et modification de l'aspect de l'expectoration, c'est-à-dire elle devient purulente, et cela sur plus de 2 jours avec modification thérapeutique. En matière d'étiologie, vous avez 2 grandes étiologies, les infections respiratoires basses à l'origine des exacerbations aiguës, et vous avez la pollution urbaine, les pics de pollution urbaine, et on reste malheureusement, l'exacerbation reste sans cause apparente dans 30% des cas. On ne sait pas pourquoi le malade a fait une exacerbation. Alors en matière d'étiologie infectieuse, on a essentiellement les étiologies bactériennes, avec 50%, et bien sûr, les virus à peu près avec 30 à 40%. Donc la part du lion revient aux bactéries, aux infections bactériennes, dans le déclenchement des exacerbations aiguës de BPCO.
Alors on a étudié, par des prélèvements endoscopiques, au décours des exacerbations, on a étudié la flore bronchique. Quels sont les germes à l'origine de ces exacerbations de BPCO, d'étiologie infectieuse? Et alors, on a remarqué qu'il y a modification de l'écologie bactérienne bronchique en fonction du stade de sévérité. Regardez ici, vous avez le VMS. Supérieur à 50%, 35-50%, supérieur, inférieur à 35%. Ici, c'est inférieur à 35%. Là, on est dans le léger, modéré, là, on est dans le modéré sévère, et là, on est dans le très sévère. Chez le sujet qui a une BPCO légère à modérée, généralement, le germe en cause, c'est Streptococcus pneumoniae, c'est-à-dire le pneumocoque. C'est pour cela que le choix va vers soit une amoxicilline, soit vers un macrolide. Par contre, plus la maladie est sévère, plus on glisse vers la sélection de germes, en l'occurrence staphylocoque doré, et bien sûr, malheureusement, le Pseudomonas. Et le Pseudomonas, il est multirésistant. La pollution, bien sûr, toutes les pics de pollution, les pics d'ozone, les pics de NO2 ou de SO2, bien sûr, peuvent générer une exacerbation de BPCO, à travers, bien sûr, par le truchement de l'inflammation bronchique qu'ils vont générer. Alors, il y a un diagnostic différentiel. Donc, il y a des maladies qui peuvent entraîner les mêmes symptômes, la même dégradation de la fonction respiratoire, mais ils ne sont pas considérés comme des causes d'exacerbation. On va les voir, il faut les éliminer, bien sûr, obligatoirement, avant de décider de traiter le patient, parce que ces maladies, ils ont une prise en charge qui leur est propre. Vous avez ici un OAP, vous reconnaissez l'image en aile de papillon, périhilaire, de contour flou, c'est un syndrome alvéolaire avec un bronchogramme et un alvéologramme, avec bien sûr respect de la périphérie des bases, de la région axillaire et du sommet. Ici, vous reconnaissez un foyer pneumonique, c'est un syndrome alvéolaire localisé au lobe moyen. Ici, vous reconnaissez un pneumothorax compressif avec déviation du médiastien, aplatissement de la coupole et distension hémithoracique droite. Vous reconnaissez ici une embolie pulmonaire. Et ici, bien sûr, les troubles du rythme. Et les troubles du rythme sont très fréquents chez le sujet BPCO, surtout les arythmies cardiaques par fibrillation auriculaire. Au moins, devant une exacerbation de BPCO, prenez la peine d'aller prendre le pouls. Et toute arythmie, toute irrégularité du pouls doit faire considérer que l'exacerbation est directement liée à cette arythmie. Il faut réduire cette arythmie si on veut réduire la majoration des symptômes. Alors, l'antibiothérapie, puisqu'on parle des exacerbations de BPCO d'origine infectieuse. Vous avez vu tout à l'heure que l'écologie bronchique bactérienne se modifie selon le stade de sévérité. BPCO modéré, légère à modéré, voire sévère, c'est le pneumocoque. Donc il faut cibler le pneumocoque, donner un antibiotique dirigé contre le pneumocoque, qui couvre le pneumocoque. Si on est dans la BPCO très sévère, VMS inférieur à 30, on est dans le staphylocoque doré, on est dans le Pseudomonas. Et là, il faut élargir le spectre d'action. On va voir comment. Donc, retenez que la fièvre n'est pas synonyme d'infection bactérienne. Ça ne veut pas dire j'ai une fièvre à 40, je ne vais pas aller directement prendre des antibiotiques. Retenez que seule la persistance de la fièvre au-delà de 4 jours peut permettre d'évoquer l'éventualité d'une infection à l'origine de l'exacerbation aiguë de BPCO. Et enfin, quand la fièvre perdure au-delà de 4 jours, il est licite de demander une radiographie thoracique afin d'éliminer une pneumonie alvéolaire. Et retenez cette plaque, seule la purulence de l'expectoration, la franche purulence de l'expectoration, c'est-à-dire l'aspect franchement verdâtre, est le signe le plus fidèle et le plus spécifique de l'étiologie infectieuse de l'exacerbation aiguë de BPCO. Donc, il est demandé, recommandé de vérifier la coloration de cette expectoration émise par le malade et de vérifier si elle est franchement purulente. Et là, si elle est franchement purulente, je peux me permettre et dire que cette exacerbation de BPCO est d'origine infectieuse. Alors, qu'en est-il de ce qu'on appelle l'examen bactériologique des crachats? Eh bien, l'examen bactériologique, ce qu'on appelle l'ECBC, l'examen cytobactériologique des crachats, n'est pas un examen à demander en première intention. Pourquoi? Pour la simple raison que la technique est peu sensible, peu spécifique, pour permettre l'identification du germe en cause de cette surinfection bronchique à l'origine de l'exacerbation de BPCO. Alors, quels sont les antibiotiques qu'on va utiliser? Donc voilà les recommandations qu'il faut retenir.
Donc toujours par rapport au stade de gravité, parce que c'est en fonction du stade de gravité qu'on peut déduire du germe ou de la bactérie à l'origine de la surinfection. Donc en cas où vous avez un document spirométrique et le VMS est supérieur à 50, ou bien vous n'avez pas de document spirométrique, on va interroger le malade et le malade il vous dit bah, auparavant j'ai jamais été dyspnéique à l'effort. Là on ne donne pas d'antibiotiques. Ce n'est pas la peine de donner des antibiotiques. Donc VMS supérieur à 50% documenté par une spirométrie, ou bien interrogatoire et le malade vous répond qu'il n'a jamais été dyspnéique à l'effort, pas d'antibiotiques. Alors, deuxièmement, vous êtes devant quelqu'un qui vous dit, oui, j'ai une dyspnée d'effort qui remonte à 3 ans. Quand je monte les escaliers à 2 étages, je m'arrête, je suis essoufflé. Ou bien il a un document spirométrique qui stipule comme quoi le VMS est inférieur à 50, mais supérieur à 30. Ça veut dire qu'il est BPCO modéré à sévère. Là, je donne une antibiothérapie uniquement si l'expectoration est franchement purulente. Si l'expectoration n'est pas franchement purulente, ce n'est pas verdâtre, je ne donne pas d'antibiotique, même s'il a de la fièvre. Et là, j'ai le choix entre une amoxicilline, généralement Péros, on privilégie la voie Péros, généralement 3 grammes jour pendant une dizaine de jours, ou bien un macrolide, toujours, pendant 10 jours, j'ai le choix entre l'un ou l'autre, ou bien en cas d'intolérance à l'amoxicilline ou d'allergie documentée, je peux donner le macrolide. Ou bien s'il y a échec de l'amoxicilline, je peux associer le macrolide, ou bien échec du macrolide, j'associe une amoxicilline. Voilà la conduite à tenir lorsque le VMS est inférieur à 50 et supérieur à 30, ou bien lorsque le malade a une dyspnée d'effort qu'il a depuis 3, 4, 5 ans. Alors maintenant, si le malade est connu comme BPCO très sévère, avec un VMS inférieur à 30, ou bien il n'a pas de document spirométrique, mais il vous dit je suis dyspnéique au moindre effort, quand je m'habille, quand je me déshabille, ou bien c'est une dyspnée de repos, il est considéré comme un insuffisant respiratoire chronique obstructif avec un retentissement gazométrique et une hypoxie, avec hypercapnie, avec ou sans hypercapnie. Là, je sais que les germes en cause, c'est le pseudomonas, c'est le staphylocoque doré. Qu'est-ce que je fais? Je suis obligé d'élargir. Pour couvrir le staph, je vais aller vers l'amoxicilline acide clavulanique, 1 gramme 3 fois par jour pendant 10 jours. Pour couvrir le pseudomonas, je suis obligé d'opter pour une céphalosporine de 3e génération, par exemple ceftriaxone, ou bien d'autres molécules. Et là, c'est la forme injectable. Voilà à peu près pour ce qui est des recommandations de l'antibiothérapie. Est-ce qu'on a encore du temps? On n'a qu'encore 4 minutes, on va essayer de les utiliser à bon escient. Parce que normalement, la communication doit s'arrêter ici, mais il y a des choses très intéressantes. Là, on a encore 3 minutes. Alors, avant de décider de traiter le malade, il faut décider du lieu du traitement. Faut-il lui donner un traitement ambulatoire ou faut-il l'hospitaliser? Et là, on est obligé d'évaluer la sévérité de l'exacerbation. On va aller très vite. Pour évaluer la sévérité de l'exacerbation, on a des signes cliniques de gravité immédiate respiratoire, dyspnée de repos, fréquence respiratoire supérieure à 25 cycles par minute, cyanose, paradoxe thoraco-abdominal, utilisation des muscles accessoires, tirage, et bien sûr tout inefficace. Ou bien une désaturation avec une saturation périphérique en oxygène en deçà de 90%. Voilà les 7 critères de gravité immédiate respiratoire. On doit chercher les critères de gravité cardiovasculaire. Œdème des membres inférieurs, trouble du rythme, marbrure cutanée, hypotension ou bien tachycardie au-delà de 125 battements par minute. On doit rechercher des signes neurologiques à type d'agitation, de confusion mentale, d'obnubulation, voire de coma ou bien astérexis. Et enfin, si on a la possibilité de faire des gaz du sang, on va faire une gazométrie et le malade doit être hospitalisé si la gazométrie met en évidence une PaO2 inférieure à 55 mmHg avec une PaCO2 supérieure à 45 mmHg. Voilà les critères de gravité. On a encore 1 minute. Alors, les modalités de prise en charge dépendent de la sévérité de la maladie de fond. Les sujets, les BPCO les plus sévères, c'est ceux qui vont faire les exacerbations les plus sévères, qui les amènent à être hospitalisés en unité de soins intensifs. Ça dépend des comorbidités associées à la BPCO. On avait dit tout à l'heure que la BPCO est une maladie générale à point de départ respiratoire, et le
sujet BPCO, il a toujours une cardiopathie, une hypertension, un diabète, un syndrome métabolique, une ostéoporose associée, qui vont alourdir et gréver le pronostic et la prise en charge. Et enfin, des facteurs sociaux, notamment l'isolement social. Alors, on a défini ce qu'on appelle les malades à faible risque d'exacerbation sévère, c'est les BPCO légères à modérées, absence de comorbidité, absence de signes de gravité immédiate, absence d'épisodes récents d'évolution défavorable, pas de dégradation rapide par rapport à l'état de base, et enfin, un environnement familial adapté. Parce que là, le malade doit être évalué à 72 heures, et s'il se dégrade, il faut qu'il y ait quelqu'un de la famille qui le ramène chez le médecin. Sinon, s'il est isolé socialement, il va mourir à domicile. Là, le traitement est ambulatoire. Mais attention, même si vous donnez un traitement ambulatoire, il y a nécessité, obligation, vous êtes astreint à informer l'entourage d'une possible dégradation de la fonction respiratoire. Pardon. Et enfin, il faut réévaluer votre traitement à 48 heures. Et voilà les risques d'exacerbation grave. À chaque fois que le malade est âgé, plus de 70 ans, ou bien il a une BPCO sévère à très sévère, il a des comorbidités, notamment une obésité morbide, il est dénutri, il est exacerbateur fréquent, il est isolé sur le plan social, il a une colonisation des bronches par des gènes multirésistants type pseudomonas, il a une corticothérapie systémique au long cours, ou bien une hypoxémie, il est connu déjà comme insuffisant respiratoire, documenté par gazométrie, ou bien il a des signes cliniques de gravité immédiate qu'on a cités tout à l'heure, un épisode récent d'exacerbation défavorable, ou bien une étiologie, on les a cités tout à l'heure, une cause, pneumonie, pneumothorax, embolie pulmonaire, ou bien lorsqu'on n'a pas de cause évidente, il vaut mieux hospitaliser le malade pour des investigations, à même de cerner l'étiologie de cette exacerbation. On termine. Alors le traitement, 3 objectifs, assurer une oxygénation, diminuer la distension thoracique qui est à l'origine de la dyspnée, juguler un éventuel facteur déclenchant, et voilà les moyens et armes thérapeutiques, on va juste dire un mot. Donc l'oxygénothérapie à chaque fois qu'il y a une désaturation en deçà de 90%, l'utilisation des bronchodilatateurs, soit les bêta-2 agonistes, soit les anticholinergiques, soit en aérosol doseur, soit en nébulisation lorsque l'état du malade est grave, la kinésithérapie de drainage bronchique, la prévention de la maladie thromboembolique, l'antibiothérapie, la corticothérapie à chaque fois que l'exacerbation est sévère et la BPCO de base est grave et sévère, c'est-à-dire un VMS à l'état de base inférieur à 50%, et enfin la VNI, la ventilation non invasive, qui fait son petit bonhomme de chemin et qui va remplacer bien sûr la ventilation invasive. Voilà à peu près pour ce qui est des armes thérapeutiques. Alors comment prévenir ces exacerbations? C'est très simple. Sevrage tabagique, obligatoire. Seul le sevrage tabagique, qui coûte absolument rien à la collectivité, peut freiner la dégradation annuelle de la fonction respiratoire et du VMS. Et bien sûr, éviter les exacerbations. Deuxièmement, les bronchodilatateurs de longue durée d'action, bêta-2 agonistes de longue durée d'action ou bien atropiniques de synthèse de longue durée d'action au long cours, sans interruption, ils peuvent prévenir les exacerbations. La réhabilitation, c'est-à-dire marcher à son propre rythme, 20 à 30 minutes par jour, 5 jours sur 7, parce que le malade BPCO, de par sa dyspnée, il a tendance à devenir casanier et à se claquemurer chez lui parce qu'il ne peut pas sortir, il est dyspnéique, donc il a peur d'être dyspnéique. Et là, il y aura un déconditionnement musculaire périphérique. Là, il faut le faire marcher, il faut le faire sortir, il faut le resocialiser. Et enfin, les mesures préventives vaccinales. La vaccination antigrippale qui doit être obligatoire pour tous les cas de BPCO, quel que soit le stade de sévérité. Et enfin, la vaccination antipneumococcique qui est réservée aux sujets les plus âgés de plus de 65 ans et aux cas de BPCO les plus sévères, c'est-à-dire lorsque le VMS est inférieur à 50%, c'est-à-dire les cas de BPCO sévères à très sévères. Et je vous remercie.